Refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 13e émission de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, émission enregistrée dans les conditions du direct ce soir chez Mickaël. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du H en compagnie de Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Bonjour les copains, bonjour les auditeurs. En compagnie également de Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Salut Paul, salut Mickaël, salut à tous. Et donc en compagnie de moi-même, Paul, ancien journaliste pour le compte de la radio Sun. Au sommaire de cette 13e émission, nous reviendrons tout d'abord sur le match contre Chambéry. Nous évoquerons ensuite la question de la semaine, la question des auditeurs. Nous évoquerons également le tirage au sort de la Coupe EHF. Et puis dans un 4e point, nous évoquerons la défaite de la N1 d'un tout petit point contre Paris. Enfin, dans un 5e point, nous reviendrons sur la question qu'on vous posait cette semaine dans le groupe Facebook. Puis nous évoquerons en fin d'émission le match pour le prochain match du H contre Dunkerque et le prochain déplacement également à Angers. Messieurs, donc on commence tout de suite cette émission riche en sujets avec ce premier sujet, à savoir le retour contre ce match contre Chambéry et cette victoire au buzzer avec un tir surpuissant de Kirill Lazarov à la toute fin du match. Qu'est-ce que vous en avez pensé, hormis que c'était un tir exceptionnel ? Avant de parler du tir, je vais parler un petit peu du match. C'est un match qui a hyper mal démarré. Je pense qu'on est nombreux de supporters nantais à être complètement dépités après les 5 premières minutes qui ont été catastrophiques. On était mené 5-0. Cette tendance, elle a un petit peu duré, un quart d'heure de jeu très moyen. Et puis une suite de mi-temps où Chambéry baisse de rythme. Nous, on n'augmente pas. Mais bon, ça nous fait une première mi-temps assez médiocre des deux côtés. Et où on tourne à 14-10 avec le retard pris au début. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette première mi-temps. Par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé que cette mi-temps avait été l'une des meilleures qu'on ait fait depuis le début de l'année. Je m'explique. On a retrouvé une défense vraiment solide. On a retrouvé un jeu offensif, alors qui était certes pas forcément flamboyant, mais solide. On a assez peu de pertes de balles en deuxième mi-temps, seulement 2. Ça n'a pas dû arriver beaucoup depuis le début de l'année. Et puis il y avait un vrai état d'esprit. On est parti à -4, on a fini à +1. Alors oui, à la dernière seconde, mais ça veut dire qu'on a gagné cette mi-temps de plus de 5. Alors certes, en face, c'est pas un Chambéry extraordinaire, c'est pas un Chambéry aussi fort que celui qu'on avait l'année dernière, mais c'était quand même très solide. Et bien plus solide que certaines équipes qu'on a jouées depuis le début de la saison. Donc moi, cette deuxième mi-temps, elle m'a vraiment bien plu. Je pense que ça peut avoir un impact très important pour la suite, un impact psychologique. On en parlait un peu la semaine dernière. On disait que psychologiquement, peut-être que Toulouse avait laissé des traces négativement. Eh ben, je prends le pari que cette victoire de Chambéry laissera des traces psychologiques positives pour l'équipe. Et puis forcément un petit mot sur le but de Lazarov. On va pas se mentir, le nul aurait été logique sur cette rencontre. Maintenant, dans une saison, il y a des coups de chance. Des fois, c'est un peu l'histoire, ce qu'on avait dit contre Nîmes, l'histoire de la pièce qui tombe du bon ou du mauvais côté. Contre Nîmes, elle est tombée du mauvais côté, là elle tombe du bon côté, tant mieux pour nous. Et super geste de Lazarov, ça me fait plaisir, il n'a pas eu un début de saison très facile. Donc je suis content pour lui, je suis content pour cette équipe qui a vraiment fait une très belle deuxième mi-temps. Un geste exceptionnel qui permet de le remettre aussi dans le joueur, de se remettre en mémoire le joueur exceptionnel que c'est, Kirill Lazarov. Oui, pour moi Lazarov c'est ça, c'est pas un mec qui va pouvoir nous donner sur 60 minutes, c'est un mec qui va pouvoir faire des coups, qui va pouvoir nous sortir ce tir un petit peu qu'il est le seul à pouvoir faire. C'est exactement dans ce format-là que j'ai envie de le voir, et là il a apporté ce qu'on ne pouvait pas. Peut-être l'idée des joueurs plus jeunes qui ont moins d'expérience, du haut niveau comme ça, d'avoir un joueur comme ça avec cette renommée-là, ce palmarès, qui peut les guider, qui peut les conseiller. Là aussi, c'est utile peut-être pour les petits jeunes qui commencent des fois. Et surtout à son âge, c'est un exemple, carrément. Ouais, c'est surtout ça, c'est un exemple. Après, moi, ce que je vais retenir sur ce match,
c'est avant tout ce but. Mais quel pied, quel panard, quoi. C'est quand on voit la réaction des supporters sur les réseaux sociaux, dans le groupe HBC Nantes Family, c'est comme si on avait gagné la Coupe de France ou un Final Four, parce que l'émotion elle est là. Et si on aime le hand et si on aime le sport en général, c'est pour vibrer, pour des émotions comme ça. Alors oui, c'est contre un Chambéry qui est pas flamboyant, qui est mal classé, qui a pas été super en deuxième mi-temps, même s'ils nous ont fait du mal en première. Mais on vibre pour ce genre d'émotion, donc c'est la première chose que je vais retenir. Après, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Mickaël. Sur l'effet mental. Sur l'effet mental, ouais, on n'a pas lâché. Alors oui, Chambéry est pas si solide en seconde période, mais nous, on est là. Au mental, on revient. La défense a vraiment fait du bon boulot à partir du moment où on a aligné le duo Roch Félio, Nicolas Tourna, associé à Dragan Pechmalbek sur le côté droit et Emric Mine à gauche, qui à un moment donné est même passé en fait au poste notamment sur la dernière action, sur le poste d'ailier droit en défense. On a eu une défense vraiment solide avec un bon Dumoulin qui a fait le job quand il a fallu le faire. Oui, Cyril a été là. Cyril a été là, donc, et l'état d'esprit était là. Alors oui, ça va, c'est un peu au forceps, mais l'état d'esprit est là et c'est ce qui nous a manqué sur certains matchs. Moi, je suis ravi du résultat, évidemment, mais de l'engagement mis en seconde période. De l'état d'esprit un petit peu. De l'état d'esprit, je déplore deux choses, c'est comme tu l'as dit, le début de première mi-temps où on prend un 5-0 en 4 minutes, absolument inadmissible, et toujours à cause des mêmes choses, c'est-à-dire un échec, un manque de réalisme flagrant, parce qu'on a quand même pas mal tiré à côté ou touché du bois ou envoyé sur le gentil, et un repli défensif inexistant. On prend des buts en contre-attaque. Je me souviens de Traoré, ça doit être sur le 4-0 ou le 5-0, qui arrive tout seul. C'est pas possible. Il n'y a aucun repli défensif. Et ça, c'est où on pêche cette année. C'est qu'on offre des contre-attaques à l'adversaire, mais nous, on n'en a pas beaucoup. Souvent, c'est sur jeu placé, assez pénible, avec le pivot, parce que sur les ailes, on passe un peu moins. Donc, c'est ce que je déplore. La deuxième chose que je déplore, c'est encore la transparence totale de Sébastien Augustinussen, qui termine à 0, il ne met pas un but. Il est remplacé par Morand qui lui fait un 2/3 et qui est très bon. Alors il loupe une grosse occasion, mais c'est surtout un très bel arrêt des meilleurs sur ce coup-là. Et Cavalcanti sur ce match. Cavalcanti, il a un taux d'échec pareil qui est quand même très important. En défense, il n'est pas là. Ces deux garçons qui ont été recrutés cette année, va falloir très sérieusement qu'ils se remettent en question. Comme avait dit Roch Félio, porter le maillot du H, ça suffit pas pour engranger les victoires. Alors oui, ils sont jeunes, mais à un moment donné, la jeunesse, ça suffit plus comme excuse. On a des gars comme Emric Mine qui sont jeunes aussi et qui y vont même. Mais qui n'ont pas les mêmes expériences dans le championnat de France. Mais un petit gars comme Alex Morand a aucune expérience en Lidl Star League et pourtant ça n'excuse pas tout. C'est ça en fait qui me dérange et ce que je constate. Alors j'ai toute confiance en Augustinussen et en Cavalcanti sur leur potentiel et sur le fait qu'à l'avenir ils vont devenir de très bons joueurs. Là-dessus je suis pas inquiet. C'est plus quand la question ça va arriver parce que je suis à peu près sûr maintenant avec un peu de recul par rapport au début de saison que quand on a recruté des joueurs, finalement ceux qui performent c'est ceux qu'on connaissait et qui avaient un minimum de noms entre guillemets. Nielsen, Mine et autres, et ceux qui étaient plus ou moins des paris comme Augustinussen ou Cavalcanti, qu'on connaissait sans connaître, ça fait un peu flip-flop, quoi. C'est qu'un cas. Oui et non. Nielsen, parlons-en, hormis le premier mois exceptionnel, il est quand même relativement aux abonnés absents depuis quelques... Non, il est pas... quand même, sérieusement. Non, aujourd'hui, on a quand même plus confiance en Dumoulin qu'en Nielsen. Il n'a pas les performances du début de saison, on est d'accord, mais il n'est pas dans le trou, faut pas exagérer non plus. Là, sur le match contre Chambéry, il n'y est pas dans le coup, ça fait quand même quelques matchs qu'il est loin d'être extraordinaire. Il a 6 sur 13. Il a 6 sur 13, c'est pas exceptionnel. Pas sur le match de Chambéry. Ah si. Si. Alors là, il y a peut-être un petit peu moins d'arrêts exceptionnels, pour autant Émile reste... 3 sur 13. Il a 3 sur 13. Autant pour moi. Émile reste un grand gardien, c'est vrai qu'il a fait un match un peu sans. Ce qui a permis du coup à Cyril aussi de revenir peut-être plus rapidement aussi, de se dire je suis revenu, je suis en forme. Et puis il y a moins cet effet aussi de se dire tiens, l'autre gardien qui m'a remplacé est vraiment installé.
Et Ouais, bah là, en ce moment, il a carrément sa place, Cyril. Ouais, Sans faire un match ouf, il est décisif en fin de match en sortant avec quelques arrêts hyper importants. Puisqu'on parle de joueurs, je voudrais revenir sur les 12 dernières minutes d'Emerick Min qui ont été fabuleuses. Je veux dire, il est passé complètement au travers lorsqu'il a joué en première mi-temps. D'ailleurs, les commentateurs de beIN ont dit qu'il potentiellement il avait peut-être une petite blessure qui était incertain. En tout cas, sur les 12 dernières minutes, ça s'est pas vu. Je veux dire, il est engagé sur l'intégralité, quasi l'intégralité des buts qu'on met. C'est soit lui qui les met, soit lui qui fait la passe, qui les crée. Il a été monstrueux. Je veux dire, s'il peut nous jouer comme ça une demi-heure ou 40 minutes par match, je veux dire, on va plus du tout avoir les mêmes résultats. C'est exactement comme ça que j'ai envie de le voir jouer. Sur Cavalcanti, je suis vraiment d'accord avec toi. Et moi, ce qui m'inquiète avec ce garçon, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal à contrôler son corps. Mais il fait pato, il fait hyper pato. Il est très très imposant physiquement. Et qu'est-ce qu'il va faire comme grosse erreur en défense en provoquant des 2 minutes, ou alors a contrario en attaque en allant provoquer des passages en force. À chaque fois que tu le vois s'élancer, tu dis oh là, il va nous faire un passage en force, il va nous faire un truc. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à contrôler cette puissance et cette carrure qu'il peut avoir. Est-ce que c'est pas aussi le travers de son physique, c'est que les autres le voient arriver forcément, ils disent j'ai toutes les. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui s'en sortent avec le même physique beaucoup mieux. Ça lui travaille sa mobilité, ça du jeu. Il a un bras, j'aimerais qu'il prenne des tirs à 9 mètres au lieu de tout le temps essayer d'aller chercher la ligne de tir. Prends des tirs à 9 mètres, mec, t'as un gros bras, tu mesures plus de 2 mètres, vas-y. Quand tu parles de bras, je finirai juste là-dessus sur le match contre Chambéry. Tu parlais de bras et tu parlais d'Emerick Min juste avant. Un joueur aussi qui m'a fait plaisir, c'est Rakovnicek, qui a sorti le bras quand il a fallu le sortir, qui a eu une bonne lecture du jeu et qui a bien suppléé Min quand Min était un peu en dedans, notamment début, milieu de seconde période. Min joue que les 12 dernières minutes, tout le reste de la deuxième mi-temps, c'est Rakovnicek qui le fait. Rakovnicek est très bon sur cette deuxième période. Il est excellent, j'ai trouvé excellent. Cette rotation, elle a permis aussi de voir un autre visage du H en deuxième mi-temps, de faire tourner comme ça, d'inverser les postes, de faire entrer des joueurs plus frais. Et puis Ovnicek, il a cette vision de jeu. Tu disais, il y a des pas, les paris au niveau des recrues n'ont pas été forcément concluants. Ovnicek, franchement, pas grand monde le connaissait. C'était plutôt un pari. C'est un pari vraiment réussi. Mais tu vois, il a 24 ans. Il a joué des Coupes d'Europe avec son club slovène dont j'ai oublié le nom, Cellier, voilà. Et il a un peu plus d'expérience que les autres, qu'un Cavalcanti qui a joué que le championnat portugais ou Augustin Hansen qui a joué que le championnat danois. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Alors des fois, il fait des erreurs, et c'est un créatif. Et alors forcément il y a des fois ça va être un peu raté, mais souvent il fait le bon choix. Moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est vraiment l'une des belles surprises de ce début de saison. J'ai dit Cellier, c'est une boulette, c'est Zagreb. Non, c'est en Slovénie. C'est Cellier, c'est ça. Alors, justement, messieurs, on évoquait cette rotation en deuxième mi-temps du H et des joueurs. Et ben justement, c'était dans la question, c'est la question de la semaine qu'on a sélectionnée. C'était celle de Sébastien Trivière qui nous disait la rotation imposée par le duo Ontrerius-Cogent n'est-elle pas un élément qui joue en notre faveur, en notre défaveur, pardon. Votre avis, messieurs, sur cette question? C'est une bonne question et c'est, je trouve, une question à laquelle il est très compliqué de répondre. Parce que les rotations, donc gérées par les coachs, si tu veux, c'est eux, ils connaissent parfaitement leurs joueurs. Ils les voient à l'entraînement toute la semaine, ils savent comment ils sont. Alors que nous, quand on voit, toi par exemple, je parlais de Min qui évidemment a une petite gêne physique. Quand Ontrerius, il l'aligne très peu sur le match par rapport à d'habitude, bah toi tu peux être là, mais fais jouer Min. Alors Ontrerius, il sait qu'il a une petite gêne, nous on le sait pas. Donc c'est toujours un petit peu difficile de dire est-ce qu'ils font trop tourner ou pas. Je pense que le vrai bilan, il sera à faire en fin de saison sur les rotations pour savoir si c'est vraiment efficace ou pas. Je m'explique. Aujourd'hui, ça tourne beaucoup. On se dit peut-être que des fois, ça nous fait perdre des matchs ou ça nous fait baisser de rythme sur certains moments parce qu'on n'aligne pas les meilleurs joueurs aussi longtemps qu'on le voudrait. Mais peut-être qu'en fin de saison, on va gagner tout ça. Parce que on aura des joueurs plus reposés. Souvenez-vous l'année dernière avec la méthode Thierry Henry, que je critique pas parce qu'elle a fait ses preuves, mais les meilleurs joueurs jouaient plutôt 45-50 minutes. Sauf qu'on est arrivé en fin de saison, les mecs étaient cramés et on a perdu 3-4 matchs qui nous ont coûté le podium. Là, peut-être qu'on va arriver en fin de saison avec des joueurs beaucoup plus frais puisqu'ils auront beaucoup plus tourné et que là, c'est nous qui allons avoir cet avantage par rapport à des équipes qui surutilisent leurs joueurs. Et donc,
Est-ce que cette rotation va être en notre défaveur? À mon sens, on aura la réponse en fin de saison. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça peut peut-être poser des problèmes, notamment sur Chambéry et le début de match, où il y en a beaucoup qui l'ont souligné, il aligne pas l'équipe type, entre guillemets, et on prend un 5-0, et on se dit, pourquoi t'as pas aligné les gros d'entrée de jeu? Mais le problème... Et peut-être qu'on va s'y retrouver à un moment. Ce que tu dis est juste, et le problème aussi, c'est que c'est pas juste un problème de rotation, c'est aussi un problème de set majeur avec les blessures qu'on a. Au départ, si ça tourne aussi souvent, c'est parce qu'on a énormément de mecs blessés, quoi. Et que c'est difficile de te mettre une équipe type, parce qu'on parle d'équipe type, mais c'est quoi l'équipe type finalement? Comme tu dis. Et puis, est-ce que l'équipe type dans le handball moderne, ça existe encore? Souvent, tu pars avec pas forcément un 7, mais un 5. Là, c'est toutes les grosses équipes elles partent avec un 5 au moins, tu vois. Mais nous, ce qui est compliqué, c'est que déjà, on avait énormément de blessés. Donc, c'est quoi notre 7? Notre 7 réel, c'est quoi? C'est Cavalcanti ou c'est Nyokas en arrière gauche? C'est Gourbi ou c'est Lazarov? C'est forcément Lazarov puisque Gourbi joue pas. Voilà, c'est ça, c'est super compliqué. Justement, messieurs, là où Sébastien nous dit la rotation imposée par le duo Entre-Rios-Cogent, est-ce que c'est pas la rotation subie par le duo Entre-Rios? Il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a imposé, il y a pas imposé, il y a choisi par le duo Cogent Entre-Rios, justement dit comme par Michael, parce qu'eux voient les mecs à l'entraînement tous les jours, et donc ils savent très bien le petit pépin physique, le petit pépin moral, la petite chose qui fait leur travail de choisir les joueurs en plus en forme. Et puis même sans les pépins, tel mec a été plus performant ce jour-là, cette semaine d'entraînement que son coéquipier. Oui, il y a des ressentis aussi. Voilà, donc eux le voient, ou un système tactique lié aussi à l'adversaire. Et puis on voit aussi beaucoup de rotations. Alors il y a des joueurs qui sont en pleine bourre et ils les font sortir. Tu dis pourquoi tu fais ça? C'est pour les économiser. C'est des choses que faisait pas Thierry Henty qui tirait vraiment sur la corde des joueurs. Et puis on a vu sur d'autres matchs, pas forcément sur le H, mais des joueurs comme ça qui surperforment, qui font un match extraordinaire. On les sort pas toujours au bon moment. Et à la fin, ils arrivent à se blesser sur un match où pourtant tous les feux étaient ouverts. Donc là aussi, il y a peut-être de la sagesse de la part du duo, à savoir quand... Non mais c'est ça, plus que de la sagesse, il y a du professionnalisme de toute façon, de la part de Entre-Rios-Cogent. Donc quand on part avec un effectif, on va dire, type en début de match, qui est pas le même forcément à chaque match ou autre, c'est pas juste parce que les mecs savent pas où ils vont, c'est parce qu'il y a aussi des ressentis durant la semaine et des blessures ou autres, et c'est pas juste du professionnalisme, c'est aussi qu'à un moment donné il y a des conséquences comme des blessures ou autres qui font que on vous impose ce système-là et ce choix-là de joueurs parce que les autres sont pas opérationnels. Donc je suis tout à fait d'accord avec Mickaël sur sa conclusion. Je pense qu'on aura la réponse qu'en fin de saison, à savoir est-ce que ça portait ses fruits ou non. Pour l'instant, on est quand même ex-aequo avec le deuxième. Tous les feux sont ouverts. Hein. Les résultats sont là. Mais en tout cas, les objectifs, tous les feux sont ouverts. Donc, jeune coach, jeune équipe, rotation, on est ex-aequo avec le deuxième, qualifié pour la Coupe EHF. Qualifié encore dans les autres coupe de France. On n'a pas joué en même temps. Mais on y est. Donc, on va y venir. Donc non, c'est pour moi la question de Sébastien Trivière, elle est hyper juste et c'est normal que ça questionne les gens. Nous aussi, ça nous questionne. On est premiers. Justement, tu fais bien de le citer. Ça nous permet de le remercier, de vous remercier, vous les auditeurs, de participer comme ça aux questions. Et on n'hésitera pas à vous reposer comme ça des questions pour vous solliciter dans l'émission, parce que cette émission est aussi la vôtre. On aborde le troisième sujet de cette émission. Yann, tu parlais à l'instant de professionnalisme, effectivement, de choses plus installées. Et c'est ce qu'il nous faudra si on veut avoir des résultats en Coupe EHF. Et Mickaël, je crois que tu voulais nous dire 2 petits mots à ce sujet. Oui, parler du tirage. Et donc, on connaît nos adversaires. 3 futurs adversaires donc, dans notre pool. Alors, c'était un petit peu planté. Enfin, Polo, tu t'étais planté sur le tirage, puisque tu n'en as qu'un seul de bon sur 3. Mais toi aussi. De quoi? Toi aussi et moi aussi. Ouais, non, mais c'est le tirage de Polo qui comptait, je veux dire. Donc voilà, on connaît nos... Vous l'aurez compris que cette émission est basée sur la camaraderie. Nous t'écoutons, Mickaël. Donc nos 3 adversaires, un petit mot sur chacun. Je vais commencer par celui qui sera certainement notre adversaire le plus compliqué, à savoir le club de Magdebourg, qui a
très beau palmarès. Alors pas forcément au niveau national, puisqu'ils ont gagné un championnat d'Allemagne et 2 Coupes d'Allemagne, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais c'est surtout en Coupe d'Europe que c'est très impressionnant. 3 Ligues des Champions, 3 EHF Cup et 3 Super Coupes d'Europe. Ça place un club. Ça vous les place là. Alors, c'est un club qui a un petit peu baissé quand même ces dernières années, mais qui est en train de très très bien revenir. Ils ont une très belle équipe cette année. Alors, ils sont seulement entre guillemets 6e en Bundesliga, mais ça va vraiment être du très solide. C'est une équipe qui joue très bien au handball, et je pense que ça sera le match à la Arena sera un des très grands rendez-vous de l'année. Ne le ratez pas, à mon avis, ça va vraiment être un super truc. Puis 6e de Bundesliga, c'est la Bundesliga, c'est quand même. Surtout qu'ils sont dans le coup, ils sont à 1 ou 2 points du podium, donc ils sont complètement dans le coup. Mais bon, la Bundesliga, ça n'a pas grand-chose à envier non plus à la Lidl Star League. Je veux dire, c'est 2 championnats qui se tirent un peu la bourre. Donc, mais ça reste que c'est du lourd, et comme le disait justement Michael, c'est surtout une des équipes qui propose le jeu le plus chatoyant de Bundesliga. Ça, c'est un truc, si vous voulez voir une équipe qui joue bien, vous allez avoir l'occasion. Alors les autres adversaires du deuxième adversaire, donc ça sera Ademar Lyon, un club espagnol qui a été une fois champion d'Espagne, qui a remporté une Coupe d'Espagne et 2 coupes Asobal, qui est la coupe de la ligue locale, qui n'existe plus d'ailleurs, mais bon, quand elle existait, ils l'ont gagnée. Et qui est actuellement 2e de Liga Asobal, donc derrière le Barça, qui, comme si vous suivez un petit peu le championnat, le championnat espagnol, le Barça gagne tous les matchs chaque année, et bon, on va dire le vrai championnat entre guillemets se joue derrière. Donc ils sont 2e. C'est une équipe qui joue très régulièrement la Coupe d'Europe, qui était en Ligue des Champions l'année dernière. C'est vraiment des grands habitués des Coupes d'Europe, donc ça va être un adversaire très intéressant. Ancien club d'Alberto Entre-Rios. Ancien club d'Alberto Entre-Rios, exactement. Qui joue bien au handball, qui joue à l'espagnol, vraiment très stéréotypé. Je sais pas si vous vous souvenez de Granollers qu'on avait joué, ou de La Rayora il y a quelques années. Ce jeu espagnol, donc ça va être aussi un rendez-vous assez atypique et assez sympa à ne pas rater. Et le dernier adversaire. Juste un petit point. Vas-y. C'est une équipe qui a beaucoup de jeunes. Et Ademar Lyon, et notamment leur demi-centre, et ça serait peut-être pas mal qu'on ait un œil sur ce petit garçon qui s'appelle Tin Lutzin. Est-ce que tu peux nous le refaire Tin Lutzin, qui est un jeune demi-centre, et alors, on est gâté en demi-centre avec Rakovnicek et. Oui, c'est pas là où ça pêche le plus chez nous. Mais bon, ça n'empêche pas de regarder ce qui se passe. Il y a bien des équipes comme le Paris Saint-Germain qui ont 5 pivots. Alors pourquoi on n'aurait pas 3 demi-centres Parce qu'on n'a pas le même budget peut-être. Ouais, je pense pas que Tin Lutzin soit inabordable non plus. Mais au moins, jeter un œil au garçon, quoi. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Le dernier club, le Gorenje Velenje, qui va faire plaisir à Yann. Gorenje Velenje. Voilà, il vous l'a fait bien mieux que moi. Les Slovènes. 3 fois champion de Slovénie, 2 coupes de Slovénie et 1 fois finaliste de l'EHF Cup en 2009. C'est considéré comme le 2e meilleur club slovène derrière Celje Lasko, qui joue régulièrement la Ligue des Champions. C'est pareil, c'est un club qu'on retrouve chaque année en Coupe d'Europe, qui est bien expérimenté, qui a pas mal de jeunes joueurs des Balkans, qui sont souvent des très beaux joueurs, et des joueurs très techniques, un petit peu dans la veine de Rakovnicek qu'on a chez nous. Donc ça va être une équipe qui va être très intéressante. C'est son club formateur. C'est son club formateur. Donc ça va être une équipe qui est très intéressante à jouer. Ils sont actuellement 3e de leur championnat. Donc voilà, c'est trois belles équipes. Je pense que ça va être une poule compliquée pour nous, pour s'en sortir. Il faudra vraiment qu'on soit à très très haut niveau, mais ça va être en tout cas très intéressant, et ça va nous offrir 3 belles soirées ou après-midi de Coupe d'Europe à suivre là au printemps. Ça va être très sympa. C'est ce qu'on avait évoqué, quel que soit l'adversaire, de toute façon, ça serait des matchs à enjeu, compliqués, il faudrait s'investir. Bon, voilà, on n'avait pas forcément vu juste, clairement, vous l'aurez compris, on n'aura pas les numéros gagnants du prochain loto, mais par contre, effectivement, sur l'adversaire, il y aura du niveau. Donc, à nos joueurs d'être concentrés, d'être prêts, même si c'est pas les plus grands clubs. Ce que tu dis, c'est ça. C'est compliqué, mais c'est jouable. Voilà, c'est des très bonnes équipes, mais si nous on est à notre niveau, alors pas à notre niveau, les 2 matchs qu'on a fait contre Arendal, si on est à notre niveau, vrai niveau quoi. Qui est supposé être, on peut légitimement envisager de passer.
puisque ce sont les premiers et les 3 meilleurs deuxièmes qui passent en quart de finale. On peut dire que c'est abordable. C'est compliqué, mais abordable quand même. Hein. Mais du coup, cette règle un petit peu bizarre de 3 meilleurs deuxièmes, si on part du principe que Magdebourg est un petit cran au-dessus de nous. Moi je pars pas sur ce principe-là, on est censé. Moi je pars du principe qu'ils sont un petit cran au-dessus de nous. Si jamais on doit finir deuxième, il y a des matchs notamment contre le club slovène où il ne faudra pas se rater. À domicile, mais là-bas, il faudra aller chercher des points à l'extérieur, il faudra aller en chercher en Espagne si on a les moyens de le faire. Déjà, à domicile, je pense qu'il faudra quasiment tout gagner, mais il faudra aussi aller prendre des points à l'extérieur. Ça serait quand même dommage qu'on termine deuxième, quatrième meilleur deuxième et qu'on n'aille pas en quart de finale. Bon, des beaux adversaires pour briller, c'est ce qu'on aura. C'est également ce qu'avait la N1 puisqu'elle affrontait Paris. Et justement, alors revenons sur ce match, une défaite d'un tout petit point, donc défaite 33-32 de la N1 qui affrontait Paris. Et alors un match très intéressant quand même, hein, impliqué de la part des petits jeunes. À noter quand même sur ce match les 14 buts de Matteo Fadwil. Qui... Ouais, c'est hyper frustrant parce que début de match, Paris prend l'avantage 3-0. On revient assez rapidement, 4-4. On termine même la première mi-temps devant. On est devant en première période. Comme tu viens de le souligner, Paul, Matteo Fadwil qui met 14 buts. C'est exceptionnel. Hein. Ah bah ouais, il en avait mis combien ? Plus d'une dizaine aussi 11 la semaine dernière. Sans compter les 8 buts mis par Lucas de la Bretèche. Donc c'est nos deux meneurs, nos deux demi-centres. Ça fait quand même un paquet de buts par les deux organisateurs du jeu. Après, le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui caracole en tête en National 1. Perdre d'un but là-bas, c'est pas déshonorant, c'est juste frustrant. Sachant qu'en plus, on a un passage en force sur Matteo Fadwil qui est sifflé, qui est quand même léger. 2-7 mètres qui sont oubliés. Bon, je vais pas pigner sur l'arbitrage parce que c'est pas que ça. Mais comme tu le dis, c'est frustrant parce que le résultat est très serré et que pour la N1, on aurait aimé qu'il remporte cette victoire face à Paris, en tout cas même que ce soit un match nul. C'est vrai que ces petites erreurs d'arbitrage qui viennent chatouiller des résultats comme ça, c'est toujours désagréable. Quoi. Ouais, après il n'y a pas eu que l'erreur d'arbitrage, il y a aussi l'entrée de Iva, le gardien du Paris Saint-Germain, qui est le gardien champion du monde avec l'équipe de France des moins de 21 ans. Il nous sort 15 arrêts, le mec. Et qui fait quelques apparitions de temps en temps dans le groupe. Ouais, dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. 15 arrêts, c'est pas anodin non plus sur le match, quoi. Moi, ce qui m'embête plus, c'est ok, on vient de National 2. Ok, c'est notre première saison en N1 et franchement, le niveau est pas le même. C'est surtout que c'est la 3e défaite de la saison en 10 matchs. Et surtout, je crois qu'on a gagné qu'un seul match sur les 5 derniers ou un truc comme ça. C'est ça. Et ça devient un peu compliqué. Au classement, on régresse. On a joué les gros. On a joué les gros. Et si on regarde les résultats contre les gros, on n'est pas ridicule. Je veux dire, puis on a une équipe hyper jeune. On n'est pas Paris ridicule. Oh, le moment gênant. Voilà, on va enchaîner derrière ça. Non, mais moi je suis plutôt content pour les. Je suis très content. Je suis content pour eux parce qu'ils ont fait un super match face à une équipe qui se balade quand même depuis le début de la saison. Hein, le PSG, faut vraiment le dire. Hein, si vous allez regarder les résultats un petit peu de la N1, ils se baladent depuis le début de l'année. Donc là, on est passé à 2 doigts de les battre. On est à +3 devant à la mi-temps. Bon, voilà, ça n'a pas tenu. On n'a aussi pas un effectif au complet. Faut savoir qu'il n'y avait pas Thibaut Briet, il n'y a pas Baptiste Damatrin qui est quand même un serial buteur aussi habituellement. Il n'y avait pas Joris Limousin, j'insiste à chaque fois, mais ça fait un petit moment qu'il est blessé. Donc voilà, on n'est pas effectif complet, on fait une super partie. Bon, il y a les gars qui ont brillé. Je ne vais pas remettre sur le tapis Matteo Fadwil, j'en parle à chaque fois. Je suis évidemment ravi de sa performance. J'appuierai surtout sur celle de Lucas de la Bretèche. Je suis super content pour lui parce qu'il fait un très bon match. Il était beaucoup blessé depuis le début de l'année. Là, il revient, il fait une super performance. J'espère que son physique va le laisser tranquille parce que c'est un petit gars qui a beaucoup de qualité et qui peut beaucoup apporter à la N1 et on ne sait pas, pourquoi pas après au-dessus. Bon.
En tout cas, c'est une belle performance. Alors oui, ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais on a joué beaucoup les gros, on les a joués beaucoup chez eux. Il y aura les matchs retour, on va les recevoir. Et si on joue comme ça, on sait que c'est toujours plus facile à la maison, pourquoi pas réaliser des belles performances. Mais non, puis on n'est pas ridicule. Voilà, on fera le bilan à la fin de la phase aller, il ne reste plus qu'un match. Mais en tout cas, aujourd'hui, les résultats sont assez intéressants. Non, mais on continuera de les suivre, effectivement, parce que ces résultats très encourageux face aux grosses équipes, ça nous donne envie de les suivre. Tu voulais nous dire un petit mot d'ailleurs à ce sujet, Mika, sur peut-être un point de classement. Pour finir sur les résultats, le classement, donc le PSG est toujours en tête, avec Bruges-Lormont qui est derrière. Donc là ils ont fait le trou les deux parce que Paris s'est imposé, on vous l'a dit, et Bruges-Lormont s'est également imposé, donc ils ont commencé à faire le trou. Donc Nantes, comme l'a dit Yann, on a un petit peu régressé, on a perdu 2 places. Donc maintenant à la 3e place on retrouve le club de Mickey, Torcy Handball, Marne-la-Vallée. Et les voisins de l'Annester, les Bretons, 4e. Et donc le HBC Nantes est à la 5e place. Donc voilà, on a perdu 2 places. 1 point. On est à 1 point de ces deux équipes, sachant que la dernière journée, on va recevoir Chartres, qui est la réserve de Chartres, qui est avant-dernier. Allez les petits gars, faites-nous plaisir avant Noël, histoire de passer Noël au chaud, une petite victoire, et puis on peut espérer qu'en fonction des résultats, remonter sur le podium avant la trêve. Bon, messieurs, le point sur la N1 est fait. L'occasion encore de saluer ce très beau résultat, même si effectivement on aurait pu escompter un autre résultat. On va passer au prochain point, et c'était la question qu'on vous posait cette semaine dans le groupe. On vous demandait, on évoquait avec vous le prochain match du H qui allait affronter Dunkerque en Coupe de la Ligue ce mercredi. Et puis on vous demandait comment est-ce que vous considériez ce match. Donc vous êtes 137 à nous dire que c'est un match important, que la Coupe de la Ligue est une belle compétition et que c'est un temps important des trophées qu'un club grandit. Vous êtes un peu plus de 23 à nous dire c'est essentiel, j'ai envie d'aller faire la bamboula du millénaire au Final Four du Mans avec tous les supporters nantais. Et enfin vous êtes un petit peu plus de 9 à nous dire c'est inutile, concentrons-nous sur le championnat et les 2 gros matchs qui arrivent. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez, votre avis déjà sur ce sondage, et puis qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? Alors ce que je pense c'est 26 qui ont répondu qui souhaitaient aller faire la bamboula du millénaire au Mans. Donc on considère qu'il y a quand même 26 gros tuffeurs proches de l'ivrognerie dans les supporters de Nantes. Il y a moi dans les 26. Et il y a toi dans les 26. J'en ai vu quelques-uns. Effectivement, ce sont des ivrognes. Je ne citerai pas leur nom. Mais on est très content de cet enthousiasme et on compte bien aller faire la fête là-bas. Après, ce que j'en pense, c'est comme Mickaël. Oui, c'est important. La Coupe de la Ligue est une belle compétition et surtout, ce qu'on retient, c'est les trophées, pas les places de second. Donc aller au Final Four c'est essentiel pour pouvoir asseoir la notoriété du club et la consolider, puisque le club est déjà bien fameux maintenant dans le championnat, et c'est surtout vu que le championnat on va pas dire qu'il est joué, mais ça va être quand même particulièrement compliqué d'aller chercher Paris, que ce soit nous ou les autres. C'est la possibilité la plus rapide d'attraper un trophée et une place en Coupe d'Europe. On va pas se priver si on peut le faire. Donc c'est un match pas important pour moi, essentiel, mais parce qu'il faut le gagner pour aller là-bas. Mika, c'est ton avis aussi Ouais, tout à fait, exactement. Comme c'est très bien écrit dans le sondage, c'est avec des trophées qu'on construit un grand club. Moi, je me souviens de la victoire de notre première Coupe de la Ligue, enfin la seule. Ça a été un vrai déclic pour le club, et derrière on a vu ces magnifiques saisons qui en ont suivi, avec la finale de la Ligue des Champions, la 2e place en championnat, la Coupe de France. Ça a été un vrai déclic. On le répète chaque semaine, on a un club qui est très, très jeune, qui s'est énormément renouvelé. Qui est très jeune à haut niveau. À haut niveau, mais oui, et qui s'est énormément renouvelé. Et je pense que pour, on va dire, valider cette nouvelle génération du HBC Nantes, un trophée comme la Coupe de la Ligue, ça serait parfait. Alors évidemment, si on gagne contre Dunkerque, on n'aura pas gagné le trophée, mais aller participer à ce Final Four, essayer d'aller chercher ce trophée, c'est important. Donc, mais être dans les 4, c'est essentiel, t'as raison. Mais déjà être dans les 4, c'est essentiel. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment important pour notre équipe. Donc il faut qu'on aille gagner un Dunkerque demain.
Oui, demain, Oui, demain, c'est ça. Et voilà. Et puis, pour revenir sur la petite blague, je serais évidemment ravi d'aller faire la fête avec tous mes potes et vous, tous les supporters nantais, à l'occasion de ce déplacement au Mans. Sauf que le Mans, c'est à côté, donc on peut s'attendre à une grosse marée violette qui débarque là-bas. Donc ça peut être vraiment très sympa. Donc, ouais, évidemment, à vivre en plus, en tant que supporter, ça peut être très très sympa. Surtout que c'est la deuxième année, on a l'occasion d'aller au Mans. Ouais, C'était déjà l'année le cas dernière, l'année dernière. ouais. On l'a raté, bon, pas de bol au tirage, on était tombé contre Paris. Oui, c'est ça. Donc là, Dunkerque, c'est quand même plus abordable. C'est quand même pas des foudres de guerre. Hein. Donc oui, c'est un match important et on espère bien y être. Alors justement, match important. Est-ce que vous avez un pronostic sur ce match Pardon ? On parle un peu de Dunkerque. On parle de Dunkerque, oui. Oui. Alors justement, on parle de Dunkerque, mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de Dunkerque, les risques, les pièges à éviter Quand on avait eu le tirage, j'avais été dur avec Dunkerque. Alors, c'est un secret pour personne. J'aime pas ce club, ni leur façon de jouer. C'est un secret pour personne. Hein. C'est un secret pour personne. Une dédicace à Monsieur Buteau. Oui, plutôt je peux pas le saquer, enfin comme beaucoup dans cette équipe, mais bon bref, c'est pas la question. Par contre, je pense que ça va quand même être vraiment compliqué parce que Dunkerque ces derniers temps a quand même sorti quelques performances intéressantes. Et puis il y a une stat qui est un peu inquiétante, c'est que c'est la meilleure défense du championnat. Ouais. Et ça, ils savent nous faire mal. C'est une équipe qui est vraiment pas intéressante à avoir joué. Mais par contre, c'est vraiment ultra efficace. En défense, c'est vraiment, vraiment solide. Ils ont une paire de gardiens qui sont quasiment équivalents l'un et l'autre et qui sont très efficaces, très complémentaires. Donc, ouais, ça peut être un match vraiment compliqué, surtout que nous, on a montré qu'on avait quelques petits soucis en attaque. Si vraiment ils arrivent à bien nous bloquer, en plus, ça va être là-bas. Eux, ils vont être très motivés avec à peu près rien à perdre. Et rien après, ça t'as raison. Ça peut être vraiment le match à la con par excellence. Donc il va vraiment falloir être très sérieux, très motivé pour aller chercher la victoire à Dunkerque qui vont rien nous lâcher. Ouais, t'as complètement raison. C'est la stat qui parle, c'est première défense de Lidl Star League. Ça fait des années de toute façon que Dunkerque est réputé pour sa défense. Le jeu mis en place par Patrick Casal, ou en tout cas l'absence de jeu mis en place par Patrick Casal, c'est ça. Hein, c'est un mur qui défend et qui met des bourre-pifs. C'est ultra chiant à regarder, mais en tout cas c'est efficace derrière. La stat par contre qui peut nous faire du bien, c'est que c'est la 13e attaque sur 14. Donc oui, ils ont la meilleure défense, mais ils ont une des attaques les plus dégueulasses de Lidl Star League. Ce qui n'est pas non plus étonnant. Les préceptes mis en place par l'entraîneur. Après, évidemment, ils vont rien lâcher. Ils ont été gagnés à Saint-Raphaël pour se qualifier. Saint-Raphaël qui n'est pas autant dedans cette année, hein, qui ont quelques difficultés. Mais si nous on n'est pas sérieux, si on ne prend pas le match par le bon bout, on va quand même se faire plier par cette équipe qui, elle, lâchera rien. Ouais, puis ils sont bien hein, en ce moment. Ils ont été pas loin d'aller chercher un gros résultat à Bougnols contre Montpellier en championnat la semaine dernière. Ils perdent 29-28, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ils les ont accrochés tout le match. Bon après c'était un Montpellier qui joue la Coupe d'Europe et qui est un peu éreinté, mais quand même ils sont passés pas loin de l'exploit, donc faudra vraiment être très très sérieux, sinon on va droit à la débâcle. Ouais, et puis outre les gardiens que tu as cités qui étaient très complémentaires et très performants, il y a quelques joueurs, Buteau, je sais que tu l'aimes pas, mais c'est quand même un ailier qui a fait ses preuves dans le championnat depuis des années et qui est quand même un mec super performant. Enfin, moi ça m'aurait pas dérangé de l'avoir chez nous, après le caractère c'est autre chose, mais quand même plutôt pas mal quoi. Et puis Pelayo pour les passes, qui a une vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne selon moi, et Langaro que j'adore Langaro c'est vrai que c'est le seul joueur que j'apprécie, on en a déjà parlé. C'est vraiment un mec avec vu chez nous, on en a déjà parlé. On en parle quand on évoque Dunkerque. Moi c'est le seul joueur que je ressors, c'est un vrai bon joueur avec un vrai bras. J'espère qu'il va d'ailleurs partir de ce club rapidement parce que je trouve qu'il perd son temps là-bas, mais bon c'est mon avis. Mais oui, c'est vraiment le joueur à surveiller, en tout cas offensivement parlant.
Tout ça, ça nous en dit pas plus sur le résultat. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour ce match, messieurs? Une victoire, mais... Ah bah victoire de toute façon pour le Final Four, donc moi oui victoire, au forceps par contre parce que comme tu disais il y aura rien après pour reprendre ton lapsus, ils n'ont pas grand chose à gratter cette année donc à part ça... Ils sont quand même 7ème, hein, c'est pas mal. Hein, après, quand tu vois le niveau qu'il y a au-dessus, oui, je suis d'accord, mais après il y a un trou entre le 5e et les autres, tu vois. Ouais, enfin ils sont devant Chambéry, ils sont devant Saint-Raph. Oui, mais eux manquent complètement leur saison. C'est-à-dire que Dunkerque est à son niveau. Ouais, il faut une belle saison Dunkerque. Je pense qu'au début de l'année, tu leur aurais dit tourner à 7ème à la trêve, Casal il aurait signé. Alors, du coup, tu vois une victoire de combien? Une voiture? Non, je vois aucune voiture. Par contre, je vois une victoire de... Comme nous, on n'a pas de quoi fanfaronner non plus sur les dernières prestations. Je vois une victoire à l'arraché d'un ou deux buts, pas plus. Un ou deux. Et pour toi, Mika? Comme je l'ai dit, je pense que le match contre Chambé va avoir un déclic positif. Je nous vois réaliser une grosse performance à Dunkerque et une victoire de 5 buts. Une victoire de plus. Ouais. Bon, je prends, mais je crois pas, mais je prends. Peut-être que je m'enflamme, mais allez, on l'attente. Et pour moi, je pense que ce sera une victoire de 2 buts. Et je dis 2 buts et le prochain match justement du H, c'est à 2 pas d'ici, c'est à Angers. Pas le prochain, juste après le Dunkerque. match après Dunkerque. Voilà. Et alors justement, l'occasion pour nous de saluer les supporters qui font le déplacement à Angers donc ce dimanche pour le prochain tour de Coupe de France. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce futur match, messieurs? Moi je connais pas beaucoup de joueurs de cette équipe d'Angers, j'ai regardé, c'est une équipe de N1, on est normalement, on est 2 divisions au-dessus, donc on est... Leader de N1. Ils sont plus leaders, ils ont perdu ce week-end. Ils ont perdu ce week-end. Ouais. Donc on est au-dessus, on doit les battre. Il n'y a pas d'autre résultat que la victoire, donc il faut aller gagner là-bas tout simplement. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de donner plus de responsabilités aux petits jeunes aussi, de les mettre plus à contribution? C'est l'évolution du match qui fera ça. C'est si on peine contre une équipe de N1, et ce qui est possible, parce que on tout a gagné là-dessus. Donc si on peine, malheureusement les petits jeunes attendront leur tour. Si on arrive à maîtriser le match et à prendre un avantage assez conséquent et assez rapidement, oui, forcément, ça va tourner. Et ça serait d'ailleurs intéressant pour faire reposer les gars, parce qu'on a 2 gros matchs après les championnats qui arrivent. Ouais, exactement, tout à fait. Mais oui, victoire, on ne peut pas envisager autre chose. Il y a une phrase qu'a dit Émeric Min après le match contre Chambéry, quand il a été interviewé par Thomas Vilches. On gagne en gros péniblement à Chambéry, mais on se doit de gagner ces matchs-là parce qu'on est le HBC Nantes. Voilà ce qu'il dit. Oui, on est le HBC Nantes. Alors, c'est pas prétentieux de le dire, c'est qu'on est un club maintenant qui est installé et un club de haut niveau et de très haut niveau. Donc, si on n'est pas foutu de gagner un match contre une équipe qui est 2e de National 1, faut qu'on arrête toute ambition. Voilà, je crois que c'est aussi ce que tu partages. Tu voulais rajouter quelque chose, Mika? Oui, mais pas sur Angers en fait. Alors, c'est juste pour en petite conclusion. Oui. Un petit mot. En ce moment, il y a le championnat du monde féminin avec donc les Françaises qui sont championnes du monde et championnes d'Europe en titre. Pas des résultats, alors elles ont mal démarré par 2 résultats, une défaite et un nul ce week-end. Elles ont gagné aujourd'hui contre l'Australie, mais un match un petit peu en bois parce que l'Australie ça vaut rien au handball. Il y a 2 matchs hyper importants contre l'Allemagne et contre le Danemark. Le match contre le Danemark de vendredi il est retransmis sur TMC. Alors vu que c'est au Japon, les heures sont pas terribles, mais n'hésitez pas à suivre et puis à vous mobiliser aussi autour du handball français globalement. C'est du handball féminin, donc la compétition est retransmise en intégralité sur beIN Sport, mais pour ceux qui l'ont pas, il y a aussi des matchs de poules qui sont diffusés sur les chaînes gratuites, donc là sur la TNT, sur TMC. C'est important aussi de les regarder, de les suivre. C'est pas si souvent qu'il y a des matchs de poules qui sont diffusés. Donc soutenez le handball français et soutenez les filles, et puis haut les cœurs. Il faut absolument qu'elles gagnent les 2 prochains, donc je leur souhaite bon courage. Oui, c'est très bien. Je savais pas que tu allais faire cet aparté, mais je trouve ça très bien parce que je vais en faire un aussi vite fait par rapport à ça. C'est que le championnat de LNH, donc championnat de première division féminine, a perdu les droits télé. Il n'y avait aucune retransmission télé, on va dire, parce que beIN n'avait pas renouvelé ses droits. Ils ont réussi à négocier ça avec une chaîne qui s'appelle
Sport en France ou je sais pas quoi. Je sais plus le nom. Un truc à la con, excusez-moi, mais c'est à un moment donné, faut arrêter quoi. C'est bien, hein, mais c'est honteux. Non, mais ça on a une équipe, beaucoup mieux, quoi. on a une équipe, mais voilà, c'est ça. On a une équipe qui est championne du monde en titre, championne d'Europe en titre, avec la grande majorité des joueurs qui évoluent dans le championnat de France, avec des super équipes. Et Brest et Metz qui était au Final Four Champions League l'année dernière, et il n'y a pas un foutu diffuseur parce que économiquement c'est pas valable. Mais arrêtez de le foutre de la gueule du monde. Donc oui, levez-vous, profitez-en parce que le handball féminin, ça se compte sur les doigts de la main à la télévision. Donc quand il y en a, si vous aimez ce sport, mettez un streaming au boulot au lieu d'aller sur YouTube et faire ou Facebook et faire les cons. Mettez un streaming pendant qu'on vous regarde. C'est midi, là il va être et regardez. Il est à midi et demi, c'est pendant la pause Ouais, déj. voilà. Il y a moyen de jeter un œil dessus. Et venez supporter le handball féminin et notre équipe de Croatie. Pardon. Non, puis le prochain match. Je crois que les Croates ils sont pas. Non, ils sont pas. C'est bien, c'est pour ça que je dis Le ça. prochain match de l'équipe de France féminine, c'est contre l'Allemagne. C'est l'Allemagne, c'est jeudi, c'est ça. pas de bêtises. 11h, je crois. Ouais, c'est tôt, donc pour ceux qui bossent, c'est compliqué, ouais. mais à vendredi, c'est un peu plus accessible. Et Vraiment, allez jeter un coup d'œil. Si elle se qualifie, il y aura sûrement des matchs le week-end, et voilà, n'hésitez pas à suivre l'équipe féminine. Et puis, comme pour les roses, vous pourriez être surpris aussi de la qualité de jeu et du niveau de jeu qui est très très intéressant. Exactement, et allez les bleus. Allez les bleus, merci beaucoup messieurs, et on se retrouvera pour la 14e émission de On refait le H. Et merci à vous, et puis on se retrouve pour la prochaine émission. Merci à tous. Merci, bonsoir à tous.